Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. L'épisode que vous ne pouvez pas rater pour conclure cette année 2025. Aujourd'hui, on ne fait pas que débriefer, on fait trembler les lignes. Au programme, un véritable séisme en National 1. Marseille vient de mordre la poussière à domicile face à Givors. Une chute qui profite à Monaco et Livry et qui rebat totalement les cartes pour 2026. On vous explique comment des cartons rouges pour brutalité ont scellé le destin des Marseillais lors du match précédent. Mais ce n'est pas tout. En bas de tableau, c'est le miracle de Noël. Saint-Jean d'Angély décroche enfin sa première victoire contre le Racing. Et pour finir l'année en apothéose, nous passons de l'autre côté du sifflet. Nous avons l'honneur de recevoir Aurélie Bouchez, arbitre internationale. De ses débuts de joueuse en Isère jusqu'aux plus grands sommets mondiaux, elle nous livre un témoignage rare sans filtre sur la réalité de l'arbitrage, ses coulisses et l'avenir de la relève féminine. On veut finir l'année en dépassant les 30 000 écoutes et c'est grâce à vous. Alors attachez vos ceintures, montez le son, c'est le grand final de La Pointe. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Avant d'attaquer notre invité de la semaine, il y avait une dernière journée de National 1 et avec quelques séismes sur cette journée. Et pour attaquer tout de suite, on avait Marseille qui accueillait Givors et Givors qui s'impose à l'extérieur avec son effectif réduit 11-10. Ouais Christophe, écoute, on est obligé de revenir quand même sur ce qui s'est passé dans ce match Marseille-Monaco de la semaine d'avant, où une des explications évidemment de la large victoire monégasque, c'est 2 cartons rouges concédés par les... Il y a eu 3 cartons rouges dans ce match-là, mais 2 concédés par Marseille sur des brutalités. Donc des cartons rouges EDA plus penalty 4 minutes. Celle de Monaco, c'est un joueur qui rentre dans l'eau, qui se jette dans l'eau du banc. Donc lui, il a pris que carton rouge. Donc Marseille a joué 8 minutes à un moins quand même dans ce match-là. Et puis, écoute, quand tu prends un rouge sur brutalité, tu pénalises ton équipe dans le match que tu es en train de jouer et dans le match d'après, puisque tu prends automatiquement une suspension. Donc les 2 fautifs, Léandre Ondo-Metogo et Baptiste Odon, n'ont pas pu jouer ce match-là contre Givors. Et oui, que tu as parlé de séisme, ces 3 points-là vont grandement manquer à Marseille. Et Givors fait la super opération, même si Givors n'a pas grand-chose à craindre. Ils sont loin de la tête, mais ils sont loin aussi de la queue de peloton. Mais Marseille perd 3 points cruciaux et ça les handicapera jusqu'à la fin de la saison parce qu'on verra le classement après. Mais très, très, très mauvaise opération des Marseillais. Ouais, complètement. Deuxième match, Racing qui accueillait Saint-Jean. Et ce week-end, c'était le week-end des premières, puisque en top 14, on va faire une petite allusion à un autre sport. En top 14, les Catalans de Perpignan ont gagné leur premier match. Et comme Saint-Jean d'Angély qui s'impose qu'au pénalty soit, mais en tout cas, première victoire précieuse de Saint-Jean qui relance le classement pour la deuxième partie de saison et qui s'impose donc au pénalty 14-13. Ouais, écoute, le Racing qui est pas au bon point actuellement, mais je ne les voyais pas quand même trébucher contre Saint-Jean, qui voyage quand même depuis le début de la saison assez mal, hein, loin de ses bases. Alors même à la maison, ils souffrent Saint-Jean parce qu'ils avaient marqué qu'un point jusque-là, mais ils avaient des écarts de score quand même à l'extérieur qui montraient quand même que loin de chez eux, ils avaient beaucoup de mal. Et puis écoute, ils l'emportent au penalty au Racing, hein, une victoire pas du tout volée puisqu'ils ont mené quasiment tout le match et ça va leur faire du bien. D'abord, quand ils liront le classement, ils verront qu'ils seront plus derniers. On verra le classement après. Victoire précieuse, même si elle est obtenue qu'au penalty, les Angériens s'offrent un beau petit cadeau de Noël. Dans les autres matchs, on avait Livry choisi le derby parisien remporté facilement 24-13 par Livry. Mulhouse qui accueillait Moulins et qui s'impose facilement 17-6. Et Arnes qui accueillait La Rochelle et aussi victoire assez facile 20-14. Ouais, Christophe, on va faire un tour du côté du classement parce qu'il y a quand même pas mal de changements. Donc Monaco sans jouer, puisque Monaco avait déjà fait 11 matchs, fait la bonne opération
de cette journée, hein, par le biais de la défaite de Marseille. Donc Monaco reste à 32, donc toutes les équipes ont 11 matchs. Monaco reste à 32 points. Livry passe devant Marseille. Donc Livry, je te dis sur ce que j'avais vu à Monaco, c'est une équipe solide. Donc ils ont 28 points, Livry. Ils ont juste leur défaite chez eux contre Marseille et la défaite au pénalty à Monaco, 28 points. Donc Marseille reste bloqué à 27, hein. Marseille avait fait carton plein jusqu'alors, 9 matchs, 9 victoires. Et puis là, ils viennent de perdre deux fois coup sur coup, Monaco et Givors. Donc ça a quand même une incidence parce que maintenant, ils ont 5 points de retard sur Monaco. 5 points, c'est 2 victoires, hein. Il faut que tu gagnes 2 fois et que l'autre perde 2 fois. Donc Monaco s'est offert par le biais de ce résultat-là un joker sur Marseille. Et donc c'est quand même très important. Arnes donc, prend les 3 points qui lui permettent d'être quatrième, 24 points. Mulhouse, 21 points. Choisy est sixième avec 18 points. Givors s'est définitivement rassuré si besoin en était, mais ils ont 16 points, donc il leur arrivera rien. Ils vont se préparer une deuxième partie de saison assez tranquille. La Rochelle qui s'accroche avec les 10 points. Le Racing qui, malgré cette défaite contre Saint-Jean au pénalty, marque un petit point qui lui permet de devancer Moulins au goal average. Donc le Racing et Moulins, 8 points, Racing devant. Et puis Saint-Jean fait la bonne opération puisqu'avec ces 2 points-là, il laisse la dernière place à l'INSEP. Ils ont 3 points également, mais ils ont un goal average. L'INSEP a un goal average catastrophique avec les premières journées de championnat qu'ils avaient fait. Et écoute, Saint-Jean aura au moins réussi à ne pas avoir la cuillère de bois à l'issue de l'exercice 2025. Ouais, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette phase aller de National 1 qui se clôturait ce week-end. Avant encore de passer à notre invité, 2 petites infos internationales. Donc, la Hongrie recevait l'Italie à domicile et les Italiens s'imposent 15-14. Ouais, tu vois, on avait dit la meilleure façon pour Campania alors c'est pas une compétition officielle, c'est un match amical, mais quand même battre la Hongrie chez elle, dans cette rivalité toujours existante entre les Hongrois et les Italiens. La meilleure façon de répondre de Campania, c'est d'avoir des succès avec cette équipe New Look, j'allais dire. Donc, écoute, il commence, on va pas rappeler tous les joueurs qu'il a écartés, hein, Di Fulvio, tout ça. Et il commence par un succès probant à Budapest, donc qui marque les esprits, même si la Hongrie était elle-même pas au complet. On avait le retour par rapport au match de l'équipe de France d'Anguia, le frère Vigvari, mais il manquait encore du monde, donc il n'y a pas, et Soma Vogel, pardon. Mais il n'y a pas Fekete, il n'y a pas Zalanki, tout ça. Mais c'est quand même toujours bien pour Campania de pouvoir construire là-dessus. Et puis, je voulais juste revenir sur un petit truc, Christophe, qu'on avait oublié de mentionner sur le match France-Hongrie au Tourelle. On avait la présence dans les gradins de l'ambassadeur de Hongrie en France, qui n'est autre que Miklos Tromler, Miki Tromler pour les intimes, donc qui avait évolué au Cercle des Nageurs de Marseille pendant 3 saisons. Je crois que c'est dans les années 2005, 6, 7, un truc comme ça, qui avait gagné 3 titres de champion et qui a eu, qui est déjà bilingue évidemment français, mais qui a eu l'immense honneur d'être désigné pour être ambassadeur de la Hongrie en France. Et donc évidemment, match à Paris, match de water-polo, il était évident que lui allait être présent dans les tribunes et il était bien présent. On avait oublié de le mentionner, mais le water-polo mène à tout, même à des postes d'ambassadeur prestigieux, donc bravo à lui. Cette semaine, on a la chance d'accueillir un nouvel invité. Ça fait déjà un petit moment qu'on n'en avait pas eu et on a le plaisir d'accueillir Aurélie Blanchard-Bouchez, on va dire, ou Bouchez-Blanchard. À voir après comment tu veux te présenter, mais du coup, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs en quelques mots? Bonjour à tous. Donc, oui, anciennement Aurélie Blanchard et depuis le 30 août, Aurélie Bouchez. Arbitre, fédéral d'abord et international, par la suite. J'ai commencé il y a 22 ans, et je suis internationale depuis 10 ans. Voilà, au niveau professionnel, je ne sais pas si ça intéresse, les personnes, je suis conseillère en insertion professionnelle, dans une mission locale sur, la banlieue grenobloise maintenant. Ça fait 5 ans qu'on est installés, à côté de Grenoble. Voilà, c'est une région, qui me tient à cœur, où j'avais vécu, auparavant, où j'ai joué au water-polo, ici. Donc je revois mes anciennes coéquipières, de temps en temps et c'est assez plaisant.
Voilà. Donc Aurélie, bonjour. Écoute, on va donc rentrer dans le vif du sujet par rapport au water polo. Je t'avoue que je ne savais pas que tu avais joué dans un club, en Isère et tout ça. D'accord. Donc comme je voulais savoir comment, une jeune fille en arrive à devenir arbitre de water polo, on a très longtemps eu quasiment que Anne Grandin, et puis toi, 22 ans déjà, tu nous as dit? C'est Ouais, ouais, j'ai commencé, le sifflet à 25 ans et je vais en avoir 47. C'est ma 22e saison. et donc c'était quoi? Une prolongation, logique? Est-ce que quand tu jouais, tu te voyais déjà devenir arbitre, ou pas du tout? Je sais que ton frère a Oui. arbitré. Oui. Est-ce que c'est lui qui t'a un peu initié à ça ou, comment le goût de l'habit blanc t'est venu? Alors non, je pense pas que ce soit Florent, qui m'ait initiée, à ça. Je dirais que c'est plus Christophe Favry, mon entraîneur de l'époque, donc Monsieur Turbo, hein, je pense que tout le monde le connaît, en France. En fait, alors j'ai joué, si je me rappelle bien, 5 ans, heu et la dernière année, j'étais blessée et c'était très compliqué pour moi de jouer et je jouais, bon, malgré tout. Mais je me rappelle, en fait, qu'on est allé faire, 2 stages, sur Barcelone parce que, bah, à l'époque, déjà, Christophe avait beaucoup de contacts, à Barcelone et on avait fait 2 stages, 2 années consécutives et en fait, comme je pouvais pas jouer parce que trop, compliqué pour moi, il m'avait dit: «C'est pas grave, tu viens quand même, et j'aimerais que, tu sois là pour les filles, tout simplement et peut-être que tu arbitres, aussi». J'avais dit: «Bon, bah, pourquoi pas?» Et donc ça a commencé comme ça et c'est vrai que quand il m'a vue arbitrer, il m'a dit: «Franchement, Aurélie, je trouve que tu as de très bonnes qualités et je trouve que c'est quelque chose qui t'irait très bien et vois si ça te voilà, s'il y a quelque chose qui se passe, dans toi et que tu as envie, bah, quand tu arrêteras, de jouer, si tu veux pas devenir arbitre». Surtout que pour les femmes, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus d'opportunités, hem à l'époque que les hommes. Donc voilà comment j'ai commencé et en fait, après, je suis partie sur, Colmar quand j'ai arrêté et je me suis mise en relation avec, Jean-Claude Meyer et c'est Jean-Claude qui m'a donné mes premières désignations en Alsace et dans le grand ce qu'on appelle le Grand Est, aujourd'hui et j'ai passé l'examen, je crois, à la fin de la première année ou de la deuxième, je sais plus exactement. Et après, bah, après c'était parti, quoi. Donc on devient d'abord arbitre régional, Oui, c'est ça? Ensuite fédéral oui. et puis ensuite international. Mmh. Il faut combien de temps pour passer de alors ça dépend de la qualité de l'arbitre, bien sûr, mais toi, tu as mis combien de temps pour passer de régional à fédéral? Tu te rappelles? Régional à fédéral, 1 an ou 2. D'accord, et ensuite de fédéral à international, il t'a fallu une dizaine d'années? Ouais. Mmh. OK. Et est-ce que tu as arbitré, tout de suite des hommes ou, tu as arbitré des championnats J'ai arbitré de tout. À l'époque, j'arbitrais de tout, des jeunes, enfin, c'était beaucoup plus polyvalent. Alors par contre, j'arbitrais pas d'élite. Jusqu'à presque je passe au niveau international, voilà, c'était tout sauf de l'élite. Sauf bien sûr pour les filles, mais j'ai arbitré de tout. Moi, je voudrais juste revenir un petit peu quand même, plus au début en fait, parce que je crois que bon, tu as dit que tu avais fait un peu de water polo, mais avant le water polo, j'ai trouvé quelques infos, je crois que tu as commencé dans la gymnastique. Ouais, tout à fait. Donc comment de la gymnastique on arrive à venir dans le bassin et comme le disait peut-être Frédéric, effectivement tu as un frère, je crois qui est un peu plus jeune que toi. Non, plus vieux que toi, de 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, comment, est-ce que c'est lui aussi qui t'a ramené vers le bassin ou qu'est-ce qui t'a attiré en commencer le water polo et puis, bah, ce qu'on a évoqué, à l'instant? Alors, Florent, il a commencé très tôt, le water polo, je sais plus exactement, mais je pense vers 8, 9 ans, au club de Colmar, où on habitait à l'époque. Donc moi, jeune, j'allais toujours le voir, à ses matchs, on allait après quand il grandissait et qu'il était dans la nationale 2, peut-être qu'ils ont été en nationale 1 à un moment donné, j'allais au match, j'adorais, cette ambiance, enfin pour moi, c'était fantastique. Donc je baigne dans le water polo, en fait, depuis presque 40 ans, quand même.
Donc voilà et par contre, voilà, moi, j'étais gymnaste de mes 9 ans à 17. Pour la petite histoire, j'ai été 3 fois championne de France dans ma catégorie. J'avais un petit niveau et en fait, c'est quand je suis passée à la fac, quand, j'ai eu mon bac et que je suis rentrée en STAPS, mon f alors déjà, j'étais un peu blessée aussi et la gym, ça commençait à être je commençais à être un peu vieille et mon frère m'a dit, parce que lui aussi était en STAPS: «Je serais toi, stratégiquement parlant, en sport, en sport, 1 je pense qu'il faudrait que tu fasses du water polo». Pour la bonne et simple raison, c'est que comme le water polo féminin ne se jouait essentiellement qu'au niveau national, au niveau de ma note, j'avais obligatoirement entre 15 et 20. Alors que pour la gym, j'aurais plus été entre 10 et 15. Donc comme de toute façon je comptais arrêter la gymnastique, j'ai dit: «Bah, pourquoi pas?» Et du coup, c'est comme ça qu'en fait que j'ai commencé le water polo et puis, il m'a dit: «Tu nages super bien quand, on s'amuse ensemble, les étés ou même à la piscine quand tu viens me rejoindre, tu sais manier, tu sais faire des passes, des shoots, je t'en parle pas parce que c'est vrai qu'avec la gymnastique, j'avais beaucoup de puissance, au niveau de mes bras». Donc du coup, voilà, j'ai commencé comme ça et j'ai fait, 5 ans, je pense, ouais, à Échirolles. Mmh. Et donc c'est, Christophe Favry qui t'a donné après, aussi le goût, effectivement du jeu et ensuite, bah, par rapport à ce que tu évoquais donc, bah, de basculer après, aussi, sur l'arbitrage du coup. Oui, tout à fait. Et est-ce que Anne Grandin, qui était donc la seule, jusqu'à enfin, si je me trompe pas, hein, mais, est-ce que ça a été une source d'inspiration, heu, quelconque ou par différentes voies? Ou est-ce que ça a pas du tout, le fait qu'il y ait déjà j'allais dire une pionnière parce que vous avez été longtemps elle a longtemps été seule, vous avez longtemps été, 2. On voit l'apparition de jeunes filles maintenant, donc peut-être que vous avez suscité des vocations avec Susanna Nehetz. Est-ce que toi, le fait qu'il y ait déjà une arbitre féminine, ça a pu influencer, te dire que c'était possible aussi pour toi ou est-ce que ça a pas joué du tout? Non, pas du tout. C'était indépendant. Je reviens quand même encore sur un peu ce déroulé de carrière et comment, on passe de STAPS à, travailler dans l'insertion professionnelle? Professionnellement parlant, je me suis longtemps cherchée. Parce qu'en fait, au départ, effectivement, je voulais être prof de PS. Je me suis rendu compte très rapidement pendant mon DUG que ça allait pas être possible, pour plein de raisons. Donc du coup, j'avais bifurqué sur, le professorat des écoles, que j'ai tenté 7 fois et que j'ai été admissible 5 fois et c'est jamais passé. Donc à un moment donné, je me suis dit: «C'est plus du courage, c'est de la stupidité. Donc c'est pas fait pour toi, c'est tout. Donc il va falloir, chercher autre chose» et après ça, j'ai encore cherché pendant 7 ans. Parce que ça fait aujourd'hui, je crois 8 ans que je fais ce travail. Après j'ai eu beaucoup de chance parce que mais ça fait partie de la vie, c'est ce que j'explique, aussi à mes jeunes, aujourd'hui, quand ils sont aussi paumés que ce que je l'étais à leur âge. J'ai eu de la chance de tomber sur une bonne personne, quand je suis rentrée à la mission locale, d'Aulnay-sous-Bois et qui a cru en moi tout simplement. Même si j'avais pas les diplômes, même si j'avais pas le bagage, elle a vu que, je pouvais faire le travail comme, n'importe qui d'autre et elle m'a donné un poste directement sans me demander, un diplôme. Et est-ce que tu, justement dans ton travail, quotidien, qu'est-ce que le water polo ou l'arbitrage ou inversement d'ailleurs, comment, est-ce qu'il y a tu fais des passerelles entre les 2? Est-ce qu'il y a des choses qui te servent on va dire d'un métier à l'autre? Même si l'arbitrage c'est pas un métier, mais est-ce que c'est utile pour toi ou pas du tout? Non, pas nécessairement, j'essaye de ouah, c'est difficile comme question parce que j'essaye de les rassurer, peut-être comme je pourrais rassurer les joueurs quand je les arbitre, en leur montrant que je suis là, mais que je suis pas là juste pour, sanctionner, je suis aussi là pour conseiller, parce que voilà, c'est mon boulot. Aussi de leur prouver de leur montrer qu'il faut peut-être être persévérant, ne pas baisser les bras tout de suite. Moi, c'est ce que quelque part le sport m'a appris.
Voilà, pas plus que ça. Je vais enchaîner sur un truc qui est une évidence, hein, puisque tu t'appelles maintenant, donc Aurélie Bouchèze, donc ta vie est liée à Pascal Bouchèze depuis, un certain nombre d'années. Est-ce que quand tu as rencontré Pascal, lui arbitrait déjà et toi tu arbitrais pas? Est-ce que lui a été une source d'inspiration? Est-ce qu'il t'a, dit qu'il fallait persévérer justement et tracer ton chemin dans l'arbitrage? Qu'est-ce que Pascal, je parle pas de la technique, hein, mais qu'est-ce que Pascal a pu t'apporter, au niveau, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose au niveau de cette envie de prolonger la carrière? Bah, évidemment que, Pascal, c'est tout, hein, pour moi dans l'arbitrage, comme dans ma vie, bien sûr. On s'est rencontrés, je démarrais, je crois, dans l'arbitrage, parce que ça fait 19 ans qu'on est ensemble, donc voilà. Le fait d'aller, vivre, de le rejoindre en région parisienne, c'était peut-être aussi beaucoup plus simple, de me désigner que quand, j'habitais, à Colmar, c'était plus compliqué. Donc c'est vrai que, ça m'a ouvert déjà des portes, géographiquement parlant, sans parler effectivement de la relation, avec Pascal. Alors je vais pas vous le cacher, on s'engueule quand même beaucoup, hein, ces moments assez sympathiques des fois. Parce que, bah, aujourd'hui, voilà, j'ai quand même, aussi, ma carrière et ma vision des choses. Parce qu'il faut bien, se rendre compte qu'on peut aussi avoir des fois différents points de vue. Maintenant, on essaye, voilà, d'expliquer chacun ses choses, mais c'est pas toujours évident et comment dirais-je? Si vous voulez, bah, Pascal, il a toujours été là, dans les bons et les mauvais moments de l'arbitrage. Parce qu'il faut pas croire que tout est rose. Donc il m'a beaucoup soutenue, surtout dans les moments difficiles. Vous avez même fait quelque chose de plusieurs fois, quelque chose d'unique, je pense, où, un couple arbitre le même match. Vous avez été plusieurs fois désignés tous les 2 sur un même match. Je pense que dans les annales du sport, même en dehors du polo, j'ai pas souvenir d'un mari et d'une femme sur un même match. Est-ce que c'est plusieurs l'arbitrer avec lui ou avec quelqu'un d'autre ou c'est pareil? Alors c'était dur au début. Au début quand, j'étais pas encore assez, experte, j'ai envie de dire. Parce que du coup, je me reposais sur lui. Je me disais: «Si je rate un truc, c'est pas grave, il est là, il va me sauver». Donc voilà. Mais maintenant, ça fait quand même quelques années où, non, non, c'est chacun sait ce qu'il a à faire. En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte parce qu'on a sifflé ensemble un match et on n'avait pas les écouteurs. Au départ, ça m'embêtait un peu, même si lui, il préfère parce que ça le gonfle un peu les écouteurs et en fait, à la fin du match, je me suis dit: «Bon, en fait, lui et moi, on se connaît tellement qu'on en a pas besoin, en fait, d'écouteurs». Donc ouais, c'est tranquille. Tu parlais que vous engueuliez souvent, peut-être bon, pas comme un on va dire un couple normal, mais peut-être un peu plus des fois sur l'arbitrage. Est-ce que justement, quand, vous sifflez ensemble ou, je sais qu'il est arrivé où, par exemple, toi tu sifflais et lui il est pas très loin, on va dire, il peut être dans les tribunes ou et cetera. Est-ce que peut-être sur le chemin retour où, vous discutez un peu de la façon dont vous avez sifflé? Est-ce que vous confrontez vos points de vue en disant: «Bah, tiens, moi, je l'aurais pas sifflé comme ça. Bah, tiens, moi, j'aurais sifflé plutôt ça. Ah, bah, ça, je l'ai pas vu». Comment c'est quoi un peu votre approche, commune là-dessus, et enfin, à la fois, effectivement, comme le disait Frédéric, c'est assez singulier donc comment ça se passe? Ouais, on se raconte, des situations et puis, on donne notre avis, mais, là, maintenant, dernièrement, il y a eu moins de crépage de chignon, j'ai envie de dire. Mais, pour la petite histoire, ouais, je me rappelle une fois, on a sifflé un match, je sais plus où et à la fin de la première période, en fait, on s'engueulait, en plein match. Parce que je lui dis: «Je n'ai pas compris là ce que tu as sifflé, j'ai pas compris là ce que tu as sifflé» et il me dit: «Oh, ben l'autre, tu commences à me faire chier, Au micro? Oh, alors je me rappelle pas si on avait les micros déjà, à ce moment-là. En fait, on tournait, pour la deuxième période et donc je lui dis: «Écoute, j'ai pas compris pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça?» Il me dit: «Ouais, bah, écoute, si tu comprends pas», je dis: «Mais non, mais» je lui dis: «Tu peux pas siffler les choses comme ça, en fait», et là, c'est parti en vrille.
J'ai une question, donc tu es arrivé dans l'arbitrage, jeune quand même. Comment tu as été perçue, une jeune femme qui arrive dans ce milieu d'hommes, plein de testostérone et plein de trucs et machin? Est-ce que tu t'es sentie acceptée, rapidement ou est-ce que ça a été dur, peut-être plus dur que pour un homme, je sais pas, hein, de faire ta place ou est-ce que tu as été acceptée, j'allais dire, normalement comme un mec, et sans aucune autre difficulté? Alors, ça, c'est marrant, j'en parlais avec Pascal il y a pas si longtemps que ça. Je lui disais, au début, quand j'ai commencé d'arbitrer, j'étais la femme de Pascal Bouchès. J'étais pas Aurélie Blanchard et depuis maintenant quelques années, je lui dis: «Je suis Aurélie Blanchard. Je suis plus la femme de Pascal Bouchès». Est-ce que c'est Pascal Bouchès qui est le mari d'Aurélie Blanchard maintenant ou pas? Non, non. Non, je plaisante, je plaisante. Non, non, donc ça au début, si tu veux, ça a été un avantage comme un inconvénient. Parce que j'avais pas ma propre identité quelque part, mais d'un autre côté, ce manque d'identité, c'est qu'ils osaient pas trop. À tel point que je me rappelle un des premiers matchs d'élite que j'ai sifflé à 7, un joueur m'a jeté volontairement, très violemment, la balle dans les mollets, dans les tibias, pardon, et du coup, j'ai eu un carton rouge. Derrière, il m'a dit: «Tu qu'une grosse pute», et là, j'ai dit: «Bah, y a pas de souci». Et donc, après le match, moi, j'étais complètement, parce que c'est la première fois qu'on m'insultait, comme ça. J'étais choquée, en fait. Je me dis: «Mais comment tu peux, dire des choses aussi moches, quoi?» Et du coup, j'appelle Pascal pour lui dire, et lui, il était à Montpellier ce soir-là, et pour me détendre, il me dit: «Putain, mais comment il le sait, hein?» Et là, je lui dis: «Putain, mais tu te fous de ma gueule, en plus?» Donc, la petite histoire suite à ça, c'est que très peu de temps après, Pascal est venu siffler à 7, et que ce joueur était bien sûr là, et que je crois qu'il était même le capitaine, et qu'au moment de serrer la main après la présentation, il a dit à ce joueur: «Au fait, tu le bonjour de la grosse pute, ma femme». Et là, le joueur, il a fait: «Oh putain!» Il a pas beaucoup joué. Pas parce qu'il a eu 3 fautes, hein, c'est parce qu'il a dit à son entraîneur: «Je crois qu'aujourd'hui je suis pas bien, je vais rester sur le banc». Sinon, il savait qu'il allait peut-être pas jouer longtemps. Voilà, peut-être. Est-ce que c'est plus dur d'arbitrer des filles ou des hommes ou est-ce que c'est équivalent? Le jeu va plus vite chez les garçons, c'est un peu plus physique quand même. Est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire ou est-ce que, finalement, il y a juste un règlement à faire respecter, pardon, et à appliquer et en fait, le boulot est le même ou est-ce qu'il y a quand même une différence? Alors non, pour moi, c'est 2 choses, c'est différent. C'est clair, j'ai souffert, je vais être très honnête. J'ai souffert pendant quelques années à arbitrer les filles. Parce qu'en fait, quand, j'ai eu mes matchs au niveau international, j'avais principalement que des matchs de femmes, comme aujourd'hui, hein, rien n'a changé, et pour moi, c'était extrêmement difficile, de n'arbitrer, que des hommes en France, et d'arriver au niveau international et de devoir siffler des femmes. Je ne comprenais pas. Le jeu est pas le même, hein. Non, non, et je n'y arrivais pas, et j'ai beaucoup souffert, et puis, il y a eu un petit déclic, je pense, après les Jeux. Ah seulement maintenant? Oui, tout à fait. Ça a été très long, hein. J'ai beaucoup souffert. Alors, j'ai une autre question aussi qui est, on en a parlé souvent avec Christophe, mais, alors bon, les joueurs sont là pour s'adapter à des situations, à des trucs et cetera, mais notre sport alors je sais pas, je peux pas quantifier exactement, mais sur les 4, 5, 6 dernières années, je pense maximum, a vécu un nombre incalculable de changements de règles, Mmh. avec des nouveautés, la flying zone, les 2 mètres, l'absence maintenant de contact qui fait qu'on a des pénaltys à la pelle et moi je suis, pour moi ça s'apparente plus à du water polo. Alors les nouveaux arbitres qui arrivent maintenant, comme Susanna dont on a parlé, eux, ils démarrent avec ces règles-là. Mais les arbitres comme toi qui ont connu l'avant et donc maintenant le nouveau, comment tu as vécu, enfin comment tu as l'adaptation à ces nouvelles règles, comment ça s'est passé? Parce que des fois, c'est un peu contre nature, hein. Quand on a été habitué pendant 15 ans à siffler, certaines choses et tout d'un coup, faut changer,
Comment ça s'est passé pour toi? Bah, moi, voilà, c'est assez naturel, on vous dit: «Bah, maintenant c'est comme ça», bah, c'est comme ça, puis c'est pas autrement en fait, j'ai pas trop de mal, avec le changement. Est-ce que c'est pareil d'arbitrer maintenant? C'est plus dur, c'est plus facile? Comme c'est pareil ou, Pour les hommes, peut-être que c'est un tout petit peu c'est pas que c'est plus dur, c'est qu'on a moins de temps de repos entre 2 situations parce que c'est beaucoup plus rapide comme ils sont revenus sur 25 mètres. Bah, tu es dans la vigilance, presque, tout le temps, en fait. Tu as pas le temps de poser ton cerveau, ne serait-ce que 3 secondes, quoi. Et c'est quoi ton avis sur justement ces nouvelles règles aussi? Est-ce que tu trouves ça bien pour le développement du sport ou dans sa compréhension pour le grand public? On sait que ça reste un sport compliqué justement pour le grand public de comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'eau. Voilà, ça serait quoi ton avis? Personnellement, j'en ai pas. Je tu trouves que ça a bonifié notre sport ou la visibilité ou, moi je te dis, je regarde beaucoup de matchs, je vais voir des matchs en vrai et je regarde beaucoup de matchs à la télé. Mais il y a des fois alors oui, maintenant je me suis habitué au penalty, même quand le mec il arrive à reprendre le ballon et tout ça. Mais il y a des décisions, maintenant sur notamment le jeu de la pointe, où tu as, j'ai l'impression qu'il y a un quota de fautes à l'envers, un quota d'exclusion, où ça devient quasiment incompréhensible, où d'une même action à l'autre, pour le même fait de jeu, bah, tu as 2 voire 3 décisions différentes. Donc c'est vrai que nous déjà, ayant joué, c'est compliqué de suivre, mais je me mets à la place d'un mec, qui ou d'une femme qui vient à un match pour la première fois et qui regarde ça, c'est vrai que c'est la lisibilité est super compliquée, quoi. en fait, je pense, Fred, c'est parce que toi, tu as été joueur, très bon joueur et entraîneur. Moi, j'ai été une joueuse, basique, j'ai pas été entraîneur. Et donc du coup, ma seule vraie expérience de water polo, je pense que c'est l'arbitrage et on n'a pas du tout les mêmes, façons de voir les choses. Alors moi, du coup, je peux comprendre, ton point de vue, mais personnellement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé ma manière d'arbitrer tant que ça depuis que j'arbitre. Sauf effectivement se mettre à la page sur, oui, des 2 mètres, le penalty, une main dans le visage comme ça, involontaire, c'est une exclusion. Volontaire, c'est une EDA. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui ont évolué, mais qui sont pas très compliquées. Aujourd'hui, ils veulent plus, de mauvais gestes, ils veulent plus de bagarres et ils ne veulent plus de sang. Parce que sinon, ça donne une mauvaise image de notre sport. Voilà ce qu'ils veulent, en fait. Les arbitres, je pense, souffrent de ces changements de règles dans le sens où elles sont méconnues des entraîneurs et des joueurs. Parce que chaque année, je pense qu'il y a pas grand monde qui se met à la page. Donc du coup, nous, on se met à la page parce qu'on n'a pas le choix et puis on a des réunions, chaque début d'année avec Européenne Aquatique, avec la fédé. Nous, on est bien à la page, mais le problème, c'est que les équipes ne le sont pas. Et le problème, c'est que derrière, en fait, ils gueulent, mais ils comprennent pas les règles. Donc c'est un peu fort quand même, je trouve, hein. C'est un peu fort. Mais le penalty, tel que tu le décris, Fred, ça fait combien de temps là qu'elle y est cette règle? Mais il y en a toujours encore cette saison là, depuis ce début de saison, qui n'ont toujours pas compris ou qui veulent pas comprendre. C'est encore un autre sujet et qui du coup, plutôt que de réfléchir à ce que eux ils ont fait comme travail pendant le match, ils viennent se décharger sur l'arbitre. Un peu simple, tu vois? Et ça c'est classique, c'est dans tous les sports. Oui, et c'est moche, je pense que Non, 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 je cautionne pas, mais tu vois ce qui se passe dans le foot. Il y a un seul sport, où le l'arbitre est respecté, c'est le rugby, parce que le rugby, quand tu déconnes, tu prends 6 mois. Donc 6 mois, 9 mois, 1 an. Alors pour des brutalités, là, j'attends de voir, suite au match France-Afrique du Sud, à ce que va prendre Etzebeth parce qu'il va prendre cher. Et si tu déconnes avec un arbitre, ce que la personne t'a dit, sur le match, si ça se sait au rugby, tu prends 6 mois. Donc que le rugby a réussi à faire, je ne comprends pas pourquoi les autres sports le font pas. Mais effectivement, c'est toujours plus facile. La nature humaine fait que c'est plus facile d'aller, trouver des responsabilités, chez autrui, plutôt que chez soi. C'est toujours, malheureusement, la nature humaine est faite comme ça et c'est toujours plus facile dans le moment de l'action ou du match ou dans la chaleur d'un match de dire que c'est l'arbitre qui a c'est pas facile d'arbitrer, il faut être conscient de ça.
Et surtout ce sport-là qui est avec toute une part de subjectivité, c'est compliqué. Moi, je voulais juste revenir sur un truc aussi, donc tu as franchi les étapes régionales, fédérales, internationales. Est-ce que, donc international, au début, tu fais quoi? Des juniors ou Oui. tu fais déjà des A? Donc tu commences par des juniors, OK, et puis ensuite, le cas échéant, si c'est probant, tu montes à l'étage au-dessus. Est-ce que tu as eu, à un moment donné, une fenêtre, dans ta tête qui s'est ouverte avec les Jeux en te disant que, que c'était une possibilité et que, la France organisant les Jeux, il allait y avoir quand même des arbitres français et françaises? Et est-ce que tu as eu cette lumière-là ou est-ce que c'est venu petit à petit ou est-ce que tu as eu vraiment un objectif bien fixé dans ta tête? Alors moi, je suis pas quelqu'un, qui voit, très, très loin, très, très haut, je pense. Je suis pas dans cette nature. En fait, les jeux, c'est Pascal qui m'en a parlé, en premier et qui m'a dit: «Je pense que tu as, tes chances». Mais ce qui s'est passé, c'est il y a eu 2 championnats du monde, avant. Il y a eu, Doha et Fukuoka. Fukuoka. Nos 2 équipes étaient qualifiées. Seulement, il y a qu'un arbitre qui est parti. Contrairement à d'autres équipes, étrangères et donc là, je comprenais pas, en fait. Donc la première fois, j'étais très surprise, très déçue. J'ai dit: «Ah bah mince, pour une fois que quand, tu as 2 équipes, 2 arbitres, un homme, une femme peuvent partir et bah, pourquoi nous, il y a qu'un homme?» Bon. La deuxième fois, j'ai encore eu plus mal et donc là, je me suis dit et j'ai dit à Pascal: «Bah, de toute façon, c'est mort pour les Jeux parce que je vois pas comment, sans ayant fait un championnat du monde, et le championnat d'Europe, en plus en 2024, c'est Anne qui est partie. J'avais fait aucune grande compétition. Enfin, j'ai vu pour moi, je vois pas comment on pourrait, me désigner sur les Jeux. Mais bon, Est-ce qu'il y a d'autres femmes est-ce qu'il y a d'autres femmes d'autres pays, il y avait Ursula, là, la Suissesse, à un moment donné, je me rappelle plus de son nom, mais est-ce qu'il y a d'autres femmes qui arbitrent, des matchs de garçons, au niveau international? J'en vois pas beaucoup, hein. alors moi, j'en ai fait, aussi, hein. Oui, oui, toi, mais à part toi? Au niveau international? Ouais, Bah, là, si, peu, mais il y a Alessia, Ferrari, l'italienne, Marta Cabanas, l'espagnole et il y avait Jen, l'américaine, elle a sifflé un match, je crois, de garçons aussi, à Singapour cet été. et les désignations pour les Jeux, ça se passe, quand et comment? C'est-à-dire que c'est à un moment donné, tu reçois, c'est quoi, un courrier, la fédé qui reçoit un courrier? La liste. Donc ils envoient une liste à chaque fédération et là, donc tu vois ton nom. Mmh. Donc là, tu t'y attendais pas du tout, voire même Non. tu pensais ne pas y être du tout? Non, j'espérais plus, non. Et ta réaction? Champagne, hein, champagne. Non, c'était top, c'est une belle surprise du coup et puis d'un autre côté, du coup, j'étais un peu angoissée parce que quand j'ai vu la liste, bah, j'ai dit: «Bah, tu vois, ils ont tous fait au minimum un championnat du monde et la majorité avait fait les 2 derniers» et je crois que, ouais, j'étais la seule, pratiquement, donc un peu, après je me suis dit pour me rassurer: «Aurélie, tu es chez toi, tu es à Paris, quoi». Ah mais là par contre, donc quand tu es désigné, quand tu es sélectionné pardon, tu sais pas si tu vas arbitrer, que des femmes, que des hommes, les 2, tu sais pas? C'est pas il y a Oui, pas de, hein? tu sais, je crois qu'au jeu, si je dis pas de bêtises, au jeu, aucune femme n'a sifflé un match d'homme. OK, donc tu reçois cette convocation. Les jeux, de l'intérieur des athlètes, on a déjà eu du monde qui nous a expliqué, hein, Hugo, Romain Marion, Alexandre Bouet, peut-être d'autres. Du point de vue d'un arbitre, alors Sébastien Nervieux nous avait expliqué sa partie, mais toi, tu n'es pas dans le village, tu as fait la cérémonie, comment ça se passe? La cérémonie, j'ai fait le début, puis quand il s'est mis à beaucoup pleuvoir et qu'on était trempés, ben, on est partis, hein. Voilà, après j'ai essayé d'aller un petit peu tous les jours à la piscine, même quand, je sifflais pas ou j'étais pas, à la VAR. Mais tu es pas logé au village? Si? Non, ah non, nous on est à l'hôtel, on était à côté
de l'Arena à Nanterre. OK, et quand est-ce que tu sais, combien de temps avant un match, tu sais, les désignations, ça se fait comment? La veille. Ah, la veille, donc la veille, tu reçois un papier. La veille au soir, quand tous les matchs sont terminés du jour, le soir, ils envoient sur le groupe WhatsApp les désignations pour le lendemain. D'accord, C'est toujours et il y a un débrief après les matchs que tu arbitres? Il y a un débrief, pour voir si ça a été, ça a pas été, s'il y a des trucs à améliorer? oui. Et donc tu sais pas si ton prochain match, ça sera le dernier ou pas? Il y a pas de c'est le j'allais dire l'espérance de vie, c'est le prochain match, quoi? Mmh. Ouais, en plus, moi, je me rappelle, j'avais sifflé le premier jour des filles, donc je savais très bien que j'arbitrerais pas de garçons. Donc 2e journée des filles, pas de match. Alors, comme j'étais pas la seule, je me suis dit: «Bon, OK». 3e journée de filles, pas de match. Alors que le premier s'était bien passé, quoi. Il y avait rien de Tu avais été bien débriefé sur le produit? il y avait rien de particulier, hein. Et là, je dis à Pascal: «Bah, putain, ça y est, j'ai fait un match, bah, je crois que j'ai fini mes jeux, quoi». Et il me dit: «Mais non!» Je dis: «Mais si, mais regarde», je lui dis: «Comment c'est possible?» Puis je lui dis: «Ça fait chier, quoi, parce que nous, on peut siffler que les femmes. Alors si on peut pas, arbitrer au maximum quand il y a les femmes», enfin, je lui dis: «Ça fait chier, quoi». Mais bon, c'est comme ça. Et puis après, je suis revenue à la 4e journée et à la 5e journée et je crois que j'ai fait un quart. Après j'ai fait, Les matchs au classement? ouais, une demi de 5 à 8. Je sais plus ce que j'ai fait, ouais, une demi de 5 à 8 et la place 7-8 le dernier jour. Donc tu étais à l'Arena, la fameuse piscine, qu'on a rarement vue, voire jamais vue en France de 16-17 000 personnes. Ouais. Alors ça change de Colmar un peu là. Tu arrives à faire complètement abstraction ou quand même tu es, alors évidemment que pendant le match, tu regardes les joueuses, et tu arbitres, mais est-ce qu'il y a des fois, sur des temps morts, sur des périodes où tu es un petit peu, happé par la foule et tu regardes un petit peu ce public qu'on a jamais vu en France et qu'on n'a pas l'habitude de voir? J'ai regardé, je me rappelle à chaque fois aux présentations, c'était hyper impressionnant. Alors déjà que dans la vie en général, je me sens pas très, très grande, mais alors là, je me sentais particulièrement petite. Mais c'était incroyable. C'était juste, ouais, c'était juste incroyable. En plus, Pascal, je lui envoyais mes désignations à chaque fois et il se débrouillait pour être soit les fiches de but, soit à la table pour être là. Donc c'était sympa. Et c'est, vraiment cette magie-là, ça reste pour un athlète évidemment, c'est une compétition à part. Mais, je suppose que pour un arbitre quand même, est-ce que c'est la même apothéose pour un arbitre que pour un athlète d'être sélectionné à l'arbitrage pour les Jeux olympiques? Ah bah, c'est le Graal, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'était, pour moi, c'était le top, quoi, surtout que voilà, quand, tu y crois plus du tout, pour des raisons, qui je pense étaient valables, c'était inespéré et j'ai pris ce que j'avais envie de prendre, quoi et je pense que j'ai tout pris, quoi. Non, moi j'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par, comment tu prépares les matchs en général? Et pour rebondir à ce qu'on évoquait là par rapport au jeu, est-ce que tu as fait une préparation particulière justement par rapport au moment où tu as su que tu étais désigné pour, peut-être te mettre dans les meilleures conditions, pour, bah, justement pour pas faillir, je veux dire comme ça, ou mieux aborder cette compétition? Ou en fait finalement non, tu as préparé ça comme les autres et tu t'es rassuré comme tu disais, bah, en disant: «Bah, merde, c'est à Paris, bah, je vais faire comme je sais faire quoi». Hem, ouais, je pense pas qu'il y a eu plus que ça de préparation, mais en tout cas, je me suis dit: «Il faut que, je sois le plus reposée possible, le plus en forme pour, tenir, ces 2 semaines de jeu». Parce que quand on part sur les grandes compétitions, je vous assure que c'est long. Au bout de 10 jours, moi, je commence à être, je sens que les choses me plaisent, que j'ai envie de rentrer chez moi, que chez moi me manque. Donc voilà, je me suis surtout préparée, à ça. Après là, c'était beaucoup plus facile parce que Pascal était là toute la durée des jeux puisqu'il était, officiel, là-bas. Donc c'était pas tout à fait pareil. Mais moi, ce que je voulais, c'était être, le plus en forme. Ça, c'était pour moi, la règle de base. Parce que, en fait, moi, quand il y a eu le covid, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais à bout.
physiquement. Je ne tenais plus debout et en fait, j'ai pris conscience de ça pendant le covid où pendant 3 mois, je pense que je n'ai fait que dormir et j'ai dû rattraper 15 ans de sommeil. Parce que quand on est parti, que ce soit la semaine, les week-ends, les vacances, qu'à l'arbitrage, bah, à un moment donné, le corps ne suit plus parce que bon, pendant ce temps-là, vous travaillez accessoirement, vous vous occupez de chez vous. Donc je me suis dit, à ce moment-là: «Aurélie, je crois que là, tu as déconné, outre mesure. Il va falloir que tu vois les choses différemment, que tu rognes certaines choses parce que tu ne tiendras pas le coup». Un burn-out arbitral? Peut-être. Ouais, peut-être. J'ai pas voulu, je pense, en prendre conscience. Je me rappellerai toujours, d'un tournoi, j'ai vu une finale de championnat de France à Aix-en-Provence. Je crois que je ne tenais plus debout, j'arrivais plus à marcher et j'avais l'impression que ma tête, c'était un nuage et je voyais trouble et je suis même pas allée voir un docteur, en fait. C'est quoi ta préparation justement, pour être arbitre? Qu'est-ce que tu fais? On va dire les joueurs, s'entraînent, nagent, 1 à 2 fois par jour, le ballon et cetera. Mais toi, ta préparation, c'est quoi? Tu fais, je sais pas, de la course à pied, tu vas à la salle, en plus, tu regardes des matchs, c'est quoi la préparation? Alors moi, il faut que tu saches que depuis que j'ai arrêté le water-polo, je ne fais plus de sport. Rien. Mon corps a souffert et mon corps ne veut plus, faire quoi que ce soit et ne veut plus souffrir. Donc ça, c'est la règle. Je peux aller faire quelques marches pour aller promener ma chienne, mais le sport, chez moi, ça s'arrêtera là. Parce que j'ai encore des séquelles d'avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. La gym, C'est traumatisant. la gym, c'est super traumatisant. On se rend pas compte, mais des chocs sur les chevilles, les genoux, le dos, le corps. La gym, c'est un sport très, très traumatisant. Voilà, mais le water polo m'a aussi, malheureusement, assez bien cassé et je le ressens encore aujourd'hui, presque 25 ans après. Donc voilà, moi j'ai plus envie d'avoir mal, physiquement parlant. Donc moi aujourd'hui, ma préparation elle est pas compliquée. C'est une bonne hygiène de vie. Donc moi j'ai besoin de 8 heures minimum de sommeil par nuit, toute la semaine, parce que je veux être en forme. Je veux pas être fatiguée, je veux être lucide pendant mes matchs et effectivement, là aujourd'hui, je peux plus, faire des matchs d'entraînement ou tout ça. J'ai presque pas de club en fait, hein, à côté de chez moi. Par contre, je regarde beaucoup de matchs. European Aquatic, nous offre, la gratuité, de tous les matchs, sur leur plateforme. Tous les niveaux, hommes et femmes, je regarde tous les matchs que je veux et donc je regarde des fois les miens, je les revisionne. Si j'ai eu des doutes, quelque part ou un sentiment de quelque chose qui m'a pas plu, j'aime bien, je suis assez autocritique, donc ça me pose pas de problème et j'aime bien regarder aussi d'autres matchs où j'ai vu qu'il y avait eu des bons scores ou pas et où j'avais une copine et puis, elle m'a dit: «Voilà, il y a eu ça, ça» et je lui dis: «Ah bah, tu sais quoi? Quand j'aurai un petit moment, je regarderai le match et puis on en rediscutera si tu veux», voilà. Et comment pardon, je continue un peu. Et comment tu assimiles les nouvelles règles? Tout à l'heure, tu disais: «On a une réunion en début d'année avec European Aquatics, on a une réunion avec la fédération». Mais comment c'est quoi le déroulé un peu de travail, pour justement présenter les nouvelles règles? Comment on vous demande de les appliquer? Qu'est-ce que voilà, c'est quoi un peu l'envers du décor de cette préparation, alors pas de la physique pour arbitrer les matchs, mais presque un peu administrative aussi, justement pour, dire voilà, cette année, c'est les 28 secondes, 18 secondes, les pénaltys, les 2 mètres, enfin tout ce qu'on a un peu évoqué et ce qui est appliqué, actuellement? Bah, en fait, ils font ça par thème. Tu as un intervenant par thème et puis, il y a pas mal de vidéos effectivement parce qu'ils ont une belle, banque de données maintenant, avec la VAR, et tout ça et on te montre des situations et on te dit: «Bah, ça c'est pas ça», voilà et en fait, bah, on est bête et discipliné quoi, j'ai envie de te dire, il y a pas plus que ça, mais on te répète toujours un peu les mêmes choses sur la base. Après bon, oui, quand il y a des nouveautés, moi je sais que si voilà, je comprends pas, bah, je pose des questions, je demande, plus d'éclaircissements ou, pour aller au fond de la chose quoi, mais Est-ce que tu sais combien de matchs tu fais à peu près par an? Tu parlais de fatigue et cetera, que tu as eu besoin de couper, de récupérer. Est-ce que grosso modo, c'est, voilà,
Aurélie Bouchez, combien de matchs par an, que ça soit ou si tu sais peut-être même aussi le distinguo entre ce que tu fais au niveau national et ce que tu fais au niveau international? Alors moi, quand j'aime, je compte pas, moi. C'est un peu le problème, oui. C'est un peu le problème. Mais cette année, j'ai quand même compté. Parce que cette année, c'est ma plus grosse année au niveau international. Je l'ai calculé pour vous, justement. Je suis partie 63 jours en 2025. J'ai fait 25 matchs au niveau international. Parce qu'en fait, j'ai été désignée avec Européenne Aquatique sur toutes les journées de femmes, majoritairement Champions League et peut-être 2-3 matchs en Eurocup aussi. Tu peux te permettre de refuser une désignation ou c'est enfin oui, tu peux, évidemment que tu peux, mais c'est mal vu? Est-ce que quand on refuse une désignation, on s'écarte un peu de j'allais dire des petits papiers, parce qu'en fait, on regarde les matchs, c'est à peu près toujours les mêmes qui tournent, hein, les arbitres. Est-ce que si à un moment donné, on dit: «Non, celui-là je veux pas» ou «Je peux pas» ou est-ce que c'est pas, disqualifiant, mais est-ce que c'est mal vu? Tu parles au niveau international ou fédéral? Ouais, 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 international. International, j'ai Ouais. refusé une fois en 10 ans un tournoi, enfin un petit championnat d'Europe jeune, en Turquie, parce que j'avais besoin de repos. Tout à l'heure, tu as parlé d'une mauvaise expéri une des premières mauvaises expériences, avec 7. Mais est-ce que, par exemple, si, tu as une équipe où ça s'est pas forcément très bien passé, on te redésigne, sur, la même équipe, mais, bon, peut-être à l'extérieur ou même pourquoi pas à domicile. Est-ce que là, tu te dis, je refuse pas»? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou finalement non, bah, c'est un match, c'est la suite quoi, c'est logique? Non, je refuse pas pour ça, non, non. Ça peut m'arriver de refuser, au niveau fédéral pour des raisons, X ou Y, mais non, non. Alors tu nous as parlé de ta présence, très régulière sur les matchs de Champions League. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, le déroulé d'un match de pas le déroulé du match, mais vous arrivez la veille, il me semble, Oui, vous arbitrez le jour même et vous repartez le lendemain. oui. Donc si vous tu arbitres à là, tu arbitres à Barcelone, tu m'as dit la semaine dernière. Donc si par exemple tu arbitres un mercredi, il faut que tu sois le mardi à Barcelone, tu arbitres le mercredi et tu repars le jeudi. Comment tu fais professionnellement? Alors chez les filles, c'est pas comme ça, Fred. Parce que nous, les filles, ça se joue le week-end. Ah, donc faut quand même que tu arrives le vendredi? Voilà. Moi, je ne travaille pas le vendredi après-midi. OK. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Ouais, sinon il faut trouver, Ah mais moi, je sais pas trop comment ils font, hein, les autres, hein, franchement, enfin, là moi je connais que le cas de Sébastien qui est prof de gym à Monaco et qui arrive à se faire remplacer. Mais effectivement, être absent 3 jours par semaine, professionnellement, il faut que ça soit compatible. C'est vrai que ouais, ouais, c'est pour ça que je te posais la question, mais je savais pas que c'était le week-end pour vous. oui, les femmes, normalement, c'est le samedi, à la marge, le vendredi et le dimanche, mais c'est très rare. Quelque part, dans ce sens-là, ça m'arrange d'arbitrer les filles pour pouvoir, partir puisque, professionnellement, c'est beaucoup plus, simple. Est-ce qu'il y a des équipes, plus difficiles à arbitrer que d'autres? Des équipes, truqueuses, des équipes, des malines, les latines ou je sais pas, les italiennes, les grecques, les espagnols, je sais pas. Est-ce qu'il y a des Bon, même en France, hein, même en France, hein. Les italiennes et les grecques. Non, en France, j'ai pas de problème. Non. les italiennes et les grecques? Tu parles des clubs, les équipes nationales, pareil? Oui, oh, ouais, ouais, c'est pareil, ouais. Oui, c'est les mêmes choses. Ouais. Plus difficile parce que vicieuses, parce que malines, parce que qui sont borderline avec le règlement? Maillotche tout le temps, simulation, fatigant. Hop, fatigant. On va rentrer dans les questions un peu. Est-ce que tu es déjà sorti d'un match? Ou est-ce que tu te rappelles d'un match où tu te dis: «Là, j'ai raté mon match»? Les joueurs, on le sait, hein, quand on fait un bon match, on le sait et quand on fait un match pourri, on le sait aussi. Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit: «Là, je suis passé à côté complet» et est-ce que ça t'est arrivé déjà de te dire: «Là, j'ai pas été à la hauteur, je me suis planté»? Est-ce que tu as un souvenir d'un match en particulier? Attends, mais s'il y en a pas, il y en a pas, hein. Non, non. Non, mais c'est bien. À côté, non. Des doutes sur, quelques décisions, oui, mais à côté, faut non. Moi, personnellement, j'ai rarement eu de soucis sur mes matchs. Non, non, mais c'est tant mieux, hein et
Et le paysage, alors là, c'est un peu plus délicat, mais le paysage de l'arbitrage français, on a alors je veux pas dire un vieillissement, mais on va perdre à un moment donné avec la limite d'âge des arbitres, j'allais dire historiques, qui sont là depuis longtemps. Il y a un renouvellement, mais un renouvellement, bon, il faut que les gens fassent leurs armes. Mais comment tu vois la situation de l'arbitrage? Est-ce qu'il y a toujours une vocation, à ton sens, de gens qui viennent, qui sont enthousiastes à l'idée d'arbitrer et qui arrivent avec plein de bonnes idées, de bonne volonté et qui veulent vraiment percer là-dedans? Ou est-ce que tu sens un essoufflement ou, par rapport à toi quand tu as commencé, par exemple? Je pense que c'était plus simple quand, moi j'ai commencé parce que, on avait plus le temps. On avait plus le temps dans le sens où, il y avait 10, 15 arbitres, en haut quoi, qui étaient top et que enfin voilà et qu'il leur restait quelques années donc j'avais le temps de, grandir tout doucement mais sûrement, d'aller un petit peu partout. Malheureusement aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas 36 en haut. D'où ma question. C'est un petit peu embarrassant. Alors, il y a aussi le souci des générations, qui ont bien changé au niveau de leur mentalité et je suis bien placée, pour le savoir puisque dans mon travail, je m'occupe de 16-25. Vocation aujourd'hui, je sais pas. Les temps ont changé, hein. On est Ouais. Oui, oui, les temps ont changé pour tout. Donc effectivement, ce qui était vrai il y a 25 ans, il y a 30 ans, l'est un peu moins actuellement, malheureusement. Une question, quand tu es arbitre, alors ça, on va le mettre à part si je dis une connerie, Christophe, mais quand tu es, arbitre fédéral, tu dois être licencié dans un club et tu as été, il me semble, licencié au Cercle des nageurs de Marseille pendant pas mal d'années. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce club? Est-ce que c'était juste une signature comme ça de, j'allais dire, de complaisance, ou est-ce que ça a été un peu plus que ça? Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce club? Sincèrement, je me rappelle même plus pourquoi je suis allée me licencier à Marseille. Ça, c'est vraiment une bonne question. Parce qu'il faut des arbitres, parce que sinon le club paye une amende. Non, mais alors que les choses soient très claires, je vais être très transparente, j'ai jamais pris un centime pour aller me licencier quelque part. Comme ça, Non, c'est non, 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 je disais pas ça, mais tu me dis, non, mais pour il y en a qu'on sait très bien que ça a été fait et que ça a été, critiqué, ah, donc je préfère être très claire. C'est vrai que j'arrive pas à me rappeler pourquoi Marseille, parce que je sais pourquoi je suis partie par contre. Parce tu que y es plus là. non, ça fait un moment que j'y suis plus, parce que le souci, c'est que du coup, je pouvais pas les siffler, hein. Donc à un moment donné, au fur et à mesure de la carrière, ça pose problème. D'où pourquoi depuis, que je suis ici, je suis, licenciée, au petit club à côté qui fait du water-polo, loisir. Donc tu es pas obligé d'être licencié dans un club d'élite pour arbitrer en élite? Non, pas du tout. Bah, j'ai même envie de dire, je pense que c'est même mieux. Oui, oui, heureusement, oui, oui, oui. Mais Ça pose OK. moins de problèmes. Oui, 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 de ça pose moins de questionnements. Il y a eu un mouvement, il y a eu, alors je sais plus exactement quand, ça tu vas mieux savoir que moi. Il y a eu un mouvement à un moment donné de grève des arbitres Mmh. parce que, alors je j'ai pas les raisons exactes, mais je pense que c'était des problèmes de défraiement. Est-ce que tu as suivi ce mouvement et est-ce que vous avez réussi à trouver un accord maintenant qui satisfasse les 2 parties? C'est-à-dire que les arbitres doivent être, tu nous as parlé de 63 jours d'absence, donc c'est quand même pas rien, et donc c'est normal que les arbitres soient payés leur juste valeur. Est-ce que vous avez trouvé maintenant un compromis et est-ce que, chaque partie, y trouve son compte et est-ce que les choses sont entrées dans l'ordre? Alors il y a 2 choses différentes parce qu'il y a effectivement eu ce mouvement de grève, mais c'était pour, l'arbitrage, national, fédéral. Et ce dont toi tu parles, mes 63 jours, c'est autre chose puisque quand je pars, en Champions League, en Eurocup, c'est pas la fédération qui me défraie, Non, non, bien sûr, mais je suppose quand même que si tu fais 63 jours les 63 jours, c'était que la Champions League, mais il y a peu et de les week-ends. championnats du monde. Oui, il y a peu de week-ends quand même où tu arbitres pas en championnat quand tu es disponible, Oui. donc tu arbitres quand même beaucoup de matchs de championnat. Donc est-ce que maintenant vous avez réussi à trouver, un compromis avec, entre la fédé et vous? Puisque les sans arbitre, il y a pas de jeu, ça c'est, clair. Et est-ce que ça y est, tout le monde c'est rentré dans l'ordre et est-ce que les relations entre l'arbitrage et la fédé sont bonnes? Moi, sur ce point-là, oui, je pense qu'il y a pas de souci, particulier, et il y a pas eu plus de revendications que ça depuis.
Sincèrement, c'était il y a un moment, je m'en rappelle même plus. Si je m'en rappelle plus, c'est que ça m'a pas plus marqué que ça, en fait. Mais je sais que je l'ai suivi, cette grève. Je me rappelle du polo rouge, ça je m'en rappelle. Aujourd'hui, aujourd'hui, peut-être la seule chose que je pense qu'il faudrait revoir, c'est, les remboursements hôtels. Parce que les hôtels, ça coûte de plus en plus cher. On a du mal à trouver dans les frais que rembourse, la fédération. Mais, voilà, après si on dépasse et qu'on leur dit: «Écoute, moi j'ai rien trouvé d'autre, comment on fait quoi?» Et du coup, on peut avoir des dépassements exceptionnels. Donc ils sont quand même très malléables et par contre, voilà, pour les repas, 20 € le midi, 25 € le soir. Bon, dites-moi où est-ce qu'on trouve, 25 € le soir des fois, si il y en a un qui mange bien, qui veut un plat, une entrée, un dessert et puis sa petite bière après le match, c'est Alors Aurélie, on va parler chiffres parce qu'il y a une espèce de, je veux pas dire de fantasme, mais au moins comme ça, vu qu'on a un arbitre sous la main, on va pouvoir, déflorer, j'allais dire, le sujet. Parce qu'il y en a qui pensent que, l'arbitrage, donc toi, on va reprendre quand tu étais basé à Paris. Après si c'est tabou, tu me dis, mais, quand tu étais basé à Paris, tu vas arbitrer à Montpellier. oui, Donc c'est toi qui prends ton billet de train, oui, qui t'est remboursé par la fédé, oui, c'est ça? oui, OK. Donc tu prends ton billet de train, tu prends ta chambre d'hôtel, oui, donc ton resto le soir, ton petit déj et ton train le retour. Et donc par rapport à ça, la fédé te défraie suivant un barème, kilométrique, c'est ça? heu, non. Il y a un barème kilométrique et il y a un barème de match. Il y a une prime de match, enfin une prime de match d'élite. Alors non, il y a plus de barème kilométrique. C'est une prime de match et une prime d'éloignement. Un match à Montpellier pour quelqu'un qui habite à Paris, la fédération, elle verse combien à l'arbitre? L'éloignement 150 parce qu'il est à plus de 1 000 kilomètres aller-retour Ouais, et après ça dépend le match, si c'est de l'élite, c'est 100 €. élite. Si c'est Ça fait 250. Voilà et si en plus il y a un match de jeunes, parce que ça peut arriver à Montpellier, U16, U18, 60 € de plus. Donc admettons qu'il y ait pas de match, avant. Avec 250 €, il faut que la personne se débrouille pour se transporter, pour manger et pour se loger. Non, C'est ça? non, 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 pas du En fait, tu as une partie de ce qu'on appelle indemnité, où tu as la prime de match et d'éloignement. La prime de match dépend le niveau du match que tu arbitres. Ouais, C'est soit 60, 80 ou 100 OK. et après tu as la prime d'éloignement. Elle est soit de 50, 100 ou 150. D'accord? Suivant la distance. Suivant la Donc ça, c'est en plus de l'hôtel et de l'hébergement et de la de des repas. Voilà, tout ce que tu vas mettre en ce qu'on appelle en frais. Là, je te parle de frais, réels, du coup, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Bah, là, tu mets, ce que t'a coûté le billet de train, ce que t'a coûté, si tu as pris un taxi parce qu'on n'est pas venu te chercher, alors que les clubs sont obligés de le faire, bah, tu mets la note de taxi, hein, tes repas, ton hôtel, voilà. Oui, donc c'est pas non plus des sommes extravagantes. De ce qui vous reste dans la poche une fois que vous avez tout payé, c'est pas non plus, Ah bah, non, non, en fait, on est, moi je vais être très, très, très transparente. Aujourd'hui, j'habite à côté de Grenoble. À chaque fois que je vais arbitrer dans le sud, que ce soit, Nice, Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier ou Sète, j'y vais pour 200 €, 100 plus 100. ah oui, oui, parce que maintenant tu es plus à Paris, donc Oui, voilà, c'est à moins de mais d'un autre côté, j'ai pas payé tout mon week-end non plus, tu comprends? Je peux rentrer chez moi le soir, je peux être le dimanche chez moi et profiter un petit peu. Enfin, il y a aussi ça qu'il faut regarder. tu es pas obligé de dormir sur place. Non. C'est ça, ça me regarde. Si je me sens pas que je suis fatiguée, avant de partir et que je me dis: «Aurélie, c'est pas raisonnable, il faut que tu dormes d'abord et après tu rentres», OK. Mais si par exemple, mon fils a un match de basket le dimanche matin à 9 h, je fais tout pour rentrer le samedi soir, même il est minuit, 1 heure. D'accord. Non, non, mais c'était pas du, comment dirais-je? C'était pas du voyeurisme, c'était une Il faut être transparent, moi j'ai rien de oui, oui, voilà, non, 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 mais non plus, c'était une question, quoi, parce que c'est très français ça de cacher, l'argent, j'aime trop, ben, c'était pour, répondre, pas à des gens, hein, mais c'est une interrogation qu'on se pose, tous, et ça démystifie peut-être le fait que les gens pensent que les arbitres, roulent sur l'or, hein, ce qui est pas on n'est pas dans du foot où les arbitres sont payés,
sont bien, bien payés en Ligue 1. Donc, non, mais c'est juste à titre informatif, je voulais savoir ça. Juste pour préciser, imagine quelqu'un part le matin à 9-10 heures, le samedi matin et il rentre chez lui le dimanche à 12:00, 13 heures. Pour 250 balles au taquet, si tu fais le rapport à l'heure où il s'est absenté de chez lui. Ah oui, non, non, mais vous volez pas votre argent. C'était pas du tout dans ce sens-là que je posais ma question. C'était vraiment pour, c'était non, 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 mais c'était vraiment à titre informatif et comme, il y a des au moins on c'est mieux la Coupe d'Europe? Oui, bah, après je peux aussi être transparente sur la Coupe d'Europe, c'est 150 € par jour et en plus je n'avance aucun frais parce qu'on m'avance tous mes billets d'avion, l'hôtel, je n'avance rien. Ouais, ce qui est pas non plus, C'est délirant. ouf, hein, mais Bah, non, non, pour un match de Champions League, ça a rien de fou, hein. ils te le disent en plus, des fois. C'est vrai que je trouve ça chouette parce qu'ils disent: «Ouais, on sait les sacrifices que vous faites, sur vos vies personnelles» et c'est vrai, et on aimerait, voilà, on aimerait, mais ils ont aussi fait des progrès sur certaines choses. Moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut du temps, pour que les choses s'installent et on a déjà eu des augmentations. Genre avant, on était à 100 € la journée au niveau, international et je vais même aller plus loin. Jusqu'en 2018, les arbitres internationaux qui partaient à l'international avaient zéro. C'est qu'on leur payait juste leurs frais. C'est ça. Ils allaient à titre gratuit en Europe, sur leur propre congé personnel. Tu vois, ça, c'est bien de le savoir. C'est pour ça que j'ai abordé la question financière parce que ça, tu vois, les gens ne le savent pas. Jusqu'en 2018, donc vous étiez remboursé de ce que vous dépensiez, mais pas plus. Oui et on a été 2 à se battre pour les avoir ces remboursements en 2018, au niveau de la fédération. 2, Donc toi et ma moitié. oui et oui, au milieu fait la force. Bah, c'est ça en fait la vérité. Alors Aurélie, on a parlé un petit peu de l'arbitrage, féminin, et de sa relève, comme tu es au contact un peu de ce monde-là, est-ce que tu peux peut-être nous citer, c'est vrai qu'elles sont pas beaucoup en lumière, surtout, l'arbitrage féminin. Est-ce que tu as des noms auxquels tu peux, faire référence, qui pourraient être la relève, de l'arbitrage, féminin au niveau national? Ouais, bah, aujourd'hui, on a effectivement, un petit peu plus de femmes, qu'avant, donc ça, c'est assez positif. Alors, on a, les nouvelles, parce que je vais parler des nouvelles. On a, Sofia Terpenka. Alors, malheureusement, pour l'instant, elle a pas la nationalité, française, comme Susanna. Donc ce qui pose problème, pour l'arbitrage, international et de les présenter à un moment donné, quand elles seront prêtes, hein, bien sûr. Donc là, il y a un petit souci, d'ordre administratif pour l'instant. Sofia, son père était ou est encore, je sais pas, arbitre international, au Canada. Je l'avais rencontré, avec Pascal à Trieste en 2016 pour la qualification des Jeux. Voilà. Après, on a Mariona, bah, qui évolue, voilà, dans le championnat, les filles, les garçons, et tout récemment, on a Maude, Bétard. Alors je sais jamais si elle est de Nancy ou de Thionville parce que je crois qu'elle est licenciée à Thionville et elle a joué à Grand Nancy et Maude, elle avait été, officielle de table aux Jeux durant toute la durée, des Jeux et elle s'est mise à l'arbitrage, en fait, juste après les Jeux et elle est passée fédérale, cette année. Voilà, ça fait quand même quelques femmes. Donc bien sûr, il y a toujours Anne qui finit l'international cette saison. Donc c'est vrai qu'il faudrait, vraiment penser à une future, candidate, au niveau international, parce que juste une femme, c'est quand même compliqué et surtout que depuis peu, on peut présenter, le nombre de femmes qu'on veut. On n'est pas limité dans les places, avec les femmes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc il faut mettre les choses en place, bon, faut qu'elles fassent leur expérience, bien sûr, mais aujourd'hui, on demande plus, comme avant, à être complètement prêt, voilà, dans l'arbitrage, on apprend au fur et à mesure, j'ai envie de dire. OK, bah, écoute, on espère, voir ces jeunes femmes, très prochainement, siffler, des matchs, d'élite, que ça soit hommes ou femmes et que, du coup, on assure aussi une relève à ce niveau-là.
Bon, l'arbitrage, on a dit, hein, c'est 60 au moins 63 jours d'absence dans l'année. Mais, là, l'actualité pour toi au niveau de l'arbitrage, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'attend là? Là maintenant, c'est les championnats d'Europe, femmes, à Funchal qui démarrent le 26 janvier, prochain pour une durée de 11 jours très exactement, la compétition et dans l'instant là, j'ai pas de match, jusqu'à cette échéance. Alors, est-ce que c'est pas embêtant justement de pas pouvoir assurer, quelques rencontres pour se roder, se préparer encore? Enfin, ça rentre un peu dans cette préparation. Est-ce que c'est pas embêtant? Bah, si, très gênant. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour, compenser ça? Tu vas regarder un peu des matchs, tout ça? Ah bah oui, à part effectivement, moi je vais suivre les championnats d'Europe, hommes, à distance, ça je peux le faire quoi, mais voilà, mon match de ce week-end, s'est annulé, j'en avais un de prévu le 10 janvier, mais bon, c'était trop compliqué, bon voilà, puis de toute façon même jusqu'à un match en janvier avant les championnats d'Europe, c'est léger donc j'ai envie de dire que j'en ai un ou zéro, c'est presque pareil donc voilà, je vais voir, je vais essayer de me renseigner à droite et à gauche, s'il y a des matchs, d'entraînement, des matchs amicaux pour, ne pas arriver, à Funchal et en n'ayant pas sifflé pendant, à peu de choses près, 6 semaines. Eh oui, ça fait un peu long. Parce que je sais pas si, effectivement, au niveau des équipes de France, j'ai pas été tenue enfin, je suis pas au courant si, il y a des matchs d'entraînement, des choses comme ça, je sais pas. Pour les garçons, pour les filles, hein. Mmh. Est-ce qu'il y a un match que tu aurais rêvé d'arbitrer? En France, j'ai jamais eu l'opportunité de siffler la finale de la Coupe de France. Depuis que j'arbitre, j'ai jamais pu siffler la finale de la Coupe de France, hommes, je parle, hommes. Tout à l'heure, tu as cité, des arbitres, féminines, que Mmh. tu côtoies, donc espagnoles, italiennes et cetera. Est-ce que, au niveau international, est-ce que, il y a quelqu'un qui t'inspire aussi en termes d'arbitrage? Mais j'allais dire à la fois dans le water-polo, mais pas que. Est-ce qu'il y a des on dit souvent maintenant, on parle de rôle modèle pour les jeunes, pour les sportifs et cetera ou dans la vie tout court. Mais est-ce que là, il y a quand même des personnes qui tu dis: «Bah, tiens, ce qu'elle fait, ce qu'elle véhicule, son attitude, sa posture, ça c'est pas mal, c'est intéressant» et tu t'en inspires ou pas du tout? Moi, je regarde, j'adore regarder mes collègues, quand ils arbitrent pour prendre ce que j'ai envie de prendre, en fait. Pas pour critiquer, mais vraiment pour prendre ce que j'ai envie de prendre. Mais je dirais pas qu'il y en a plus, un que l'autre. J'ai pas de modèle, particulier. Non, mais dès que je vois qu'un truc qui me plaît chez ouais, sur une attitude, sur une décision, je me dis: «Ah ouais, c'est putain, c'est top ça, puis il faudrait que j'arrive à faire la même chose, en fait». Donc voilà, mais c'est tout. Ouais, dans l'affirmation peut-être des décisions ou d'assumer la décision, un peu ce genre de choses aussi? Non, pas plus? Non, pas plus que ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis assez claire dans mes décisions, j'espère, quand même. Mais non, c'est plus dans des petites choses parce qu'aujourd'hui, je suis plus dans le détail, en fait, hein. J'avais une question reliée. On a vécu, une période, très, très contrastée au niveau de notre water polo, dans le sens où, on n'a jamais eu, notre équipe nationale, masculine a jamais eu des résultats aussi, bons sur une aussi longue période. Donc je rappelle, hein, on a raté il y a eu la qualif olympique à Rio, il y a eu le petit raté de la qualif olympique à Tokyo de peu contre les Grecs. Il y a eu Fukuoka 6e, Doha 4e à un pas d'un possible podium. Donc il y a eu une vague, ascendante au niveau de l'équipe nationale, qui s'est accompagnée aussi par une vague, extrêmement descendante au niveau de nos clubs, puisque l'après JO est quand même très, douloureux puisqu'on a perdu, bon voilà, on les Noisy, Tourcoing, Reims, l'année dernière et donc ça a déplumé quand même grandement notre championnat. C'est quoi ton regard par rapport à ça, cette espèce de dichotomie entre, l'équipe nationale qui a jamais été aussi forte et nos clubs qui ont jamais été aussi fragiles? Inspirant. Ouais.
Je sais pas, il y a peut-être un souci quelque part, non? Mais où? Je ne suis pas spécialiste. Droit de réserve? Devoir de réserve ou, un souci quelque part, ça peut pas être un souci par rapport à l'équipe de France puisque l'équipe de France, elle est justement dans cette vague, ascendante. Moi, je pense que les clubs, il y a une bulle, non maîtrisée comme toutes les bulles et que, les jeux olympiques ont été, cette espèce de cache-misère où on s'est dit: «Bon, il y a les jeux, on verra après, il y a les jeux, on verra après». Et puis il y a eu cette espèce de course à l'armement, où c'est vrai qu'on a eu un championnat super fort, hein, avec, un quatuor d'équipes plus Aix, puisque Aix avait fini quand même sur le podium, donc on a eu ces 5 équipes avec un championnat d'élite super fort, avec des très bons résultats, avec Marseille certes qui était champion, mais en devant cravacher, sévère. Et puis, après, la bulle, comme toutes les bulles, elles sont destinées à exploser et malheureusement, voilà, Tourcoing a été réduit. Alors Noisy, c'est un cas un petit peu différent, mais Noisy, a été obligé quand même de repartir en N3 parce que la N2 a pas été, ils ont pas pu rester en N2, ils ont été obligés de partir en N3. Reims, elle repart de tout en bas aussi et Tourcoing et ça nous fait un championnat quand même un peu maigrelet. Heureusement que Douai et Bordeaux, sont venus, s'agglomérer à ce championnat, mais nous, observateurs de l'extérieur, ça nous a interpellés et en fait, je voulais juste avoir ton avis là-dessus, si tu as un avis ou si tu peux pas le donner ou si tu en as pas, mais nous dire comment tu voyais un peu les choses. Non, sincèrement, c'est parce que j'en ai pas trop. En fait, moi, je sais qu'on a vécu nos meilleures années, au niveau de l'arbitrage, français, jusqu'aux Jeux. Les 4-5 dernières années, mais c'était juste, fantastique, en fait. Les matchs en élite, c'était top, un niveau, je pense qu'on nous a même enviés, en fait, mais c'est vrai que depuis les Jeux et on s'en doutait qu'on aurait le revers de la médaille. Donc toi, tu avais des signes, tu voyais des signes avant-coureurs? Oui, mais on se disait, voilà, les étrangers, ils viennent, en France, là, juste avant les Jeux pour, être là, je pense pour, pas espionner, mais, tu vois? Enfin, Moi, je vais te dire, hein, pour prendre de l'argent, là où, la France est devenue un marché lucratif aussi. parce que ce que tu gagnais en France, tu le gagnais pas en Espagne. Tu le gagnais pas, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, en Italie, parce que si tu enlèves Recco et quelques joueurs à Brescia, il faut pas rêver. L'Italie, à partir de la 5e, 6e place, tu gagnes pas ce que tu gagnais dans le championnat. La Hongrie, tu as Ferencváros et la Grèce, tu as Olympiakos. Mais, on proposait des salaires à des joueurs qui étaient, conséquents. Donc on a une vague de joueurs de qualité. C'était pas juste des étrangers, c'est des vrais Bowen, Krapic, Petkovic, enfin, je vais pas tous les dire, mais il y a eu des joueurs exceptionnels qui sont venus dans le championnat, agrémentés de joueurs de l'équipe nationale qui étaient très forts. Donc ça nous a donné un championnat très relevé. Et puis, maintenant, c'est un petit peu morne pleine avec, ouais, des clubs historiques qui ont été obligés de se retirer et c'est vrai qu'on a un championnat, alors, Strasbourg nous a fait mentir parce qu'ils ont été à 2 doigts d'accrocher Marseille, mais on a un championnat quand même qui est beaucoup moins, équilibré, en haut en tout cas, avec, Marseille qui domine et il y a plus ces demi-finales de play-off et ces finales où on était, pas sûr quand même du résultat final. Mmh. Ouais. Bah, ouais, j'ai envie de dire, faut faire avec, hein, c'est comme ça, hein. Oui, oui, non, non, c'est sûr, mais bon. Écoute, et la performance de l'équipe de France à Paris, je suppose évidemment, vu que tu étais de l'intérieur, que tu as suivi ça, grandement. Toi, tu la juges comment? Tu as plein de gens qui parlent de je suis pas d'accord avec ça, qui parlent de désillusion. Moi, je pense pas que ce soit une désillusion non plus, hein. C'est une déception, mais c'est pas une désillusion. C'est quoi ton regard par rapport à ce que les Français et Françaises ont fait à Paris? Parce que les Françaises ont quand même battu l'Italie et on était en passe de se qualifier pour les quarts à un moment donné. Comment tu juges ça? Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé, pour les filles. J'ai pas compris. Tu as pas compris le match contre la Grèce? Ouais. J'ai pas compris comment ça pouvait être possible. Comment ça pouvait être possible de pas faire le -8 qui, ouvrait les portes des quarts, c'est ça? Bah, je crois qu'ils ont dit, fallait pas plus de 11 buts ou je sais pas quoi, il y avait un truc avec 11 Non, il fallait qu'elle perde de 8 buts. Si elle perdait de 8 buts ou 8 buts, ouais, bref. si elle perdait de 8 buts, il y avait un triangle entre la France avait battu l'Italie, l'Italie avait battu la Grèce, devait battre la France et donc à -8, enfin -8 et plus, l'Italie était out. Et puis il y a ce fameux 11-4, puisqu'il y a les 7 buts. Donc on est à
C'est ça que tu as pas compris d'arriver à être à -7 et pas être à -8? Mmh. Après, je sais pas, on en a parlé avec Emma Vernou, hein, sur un autre podcast, sur un autre épisode. Effectivement, d'autres pays, je pense, l'auraient fait. Et puis alors, est-ce que les Grecs volontairement sont arrivés à +7 et puis pour, je sais pas, gêner, peut-être l'ont pas faite pour pas parce il y avait quand même un souci entre, l'équipe nationale et Laurentos. Donc est-ce qu'elles se sont approchées du cadeau et puis finalement elles l'ont pas fait le cadeau? Je sais pas, je sais pas. Moi non plus. Faut savoir qu'en fait, nous les arbitres, on est complètement à l'écart des joueurs. On ne discute pas, avec nos équipes parce que c'est pas des choses qui doivent se faire. Mais Oui, 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 est-ce que dans la phase de préparation, justement, tu as aussi, été associé à cette préparation, pour siffler des matchs, tout ça? À celle-là, oui, j'ai été, associée, parce que, on m'a appelée, très tardivement, je crois moins d'une semaine avant de partir, enfin si je pouvais et je voulais partir, en Serbie pour les garçons, parce que personne ne pouvait y aller. Donc du coup, on m'a demandé à moi en dernier. Non, mais je parlais surtout avec les filles, justement, parce qu'on avait évoqué. Mais avec les filles, j'ai bien Tu as pas eu de phase de préparation aussi avec elles, pour se préparer justement au match et cetera? Enfin, rien du tout? non, non. et le tournoi masculin? Bah, après ça se joue à rien, hein. En fait, le problème des hommes, en ce moment, c'est ça, c'est que ça se joue à rien. Donc autant un jour, tu vas être à +1, autant un jour, tu vas être à -1, autant un jour, ça va être égalité, ça va se jouer au pénalty et là encore, c'est la roulette russe. Voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir et c'est quoi ton pire souvenir en tant qu'arbitre? Alors je crois que, des meilleurs, je pense que j'en ai pas qu'un, mais, allez, je vais donner le plus récent, c'est ma finale, de Champions League femmes, la saison dernière, Sabadell San Andreu, match juste, incroyable. Je crois que j'ai failli pleurer après le match tellement j'ai eu des émotions, très, très fortes. Ça m'est rarement arrivé et j'étais avec Boris, Marguetta et il m'a dit: «Aurélie, tu as fait un super match». Donc ouais, celui-là, c'était, vraiment, ouais, c'était vraiment chouette parce qu'en plus, c'était la troisième Final Four que je faisais, en Champions League filles, mais c'est la première fois que je faisais la médaille d'or. Enfin! Comme quoi, faut jamais désespérer, en fait. Et le pire? Enfin, ou les pires? Le pire, je pense que ça a été aussi en international après un match où, un entraîneur, s'en est pris, mais ouvertement, à moi et j'ai pas compris pourquoi, en fait. J'ai pas du tout compris parce qu'en plus le délégué n'avait rien dit de particulier sur le match et il s'en est pris ouvertement à moi devant tout le monde et ça j'ai mis beaucoup de temps, à m'en remettre. Ça a été très dur. Comment tu te vois dans bon, alors pas, sans aller jusqu'à, 15 ans ou quoi, est-ce que tu te vois encore, durer longtemps dans l'arbitrage? Pascal, lui, il va être obligé d'arrêter dans pas hyper longtemps. Alors non, hein, aujourd'hui, il y a plus de limite d'âge, hein, en France. Ah pardon! Ah alors excuse-moi, je savais pas, Depuis le Covid, Fred. Parce qu'en fait, on a perdu beaucoup de monde, on n'arrive pas, comme tu l'as bien souligné, à suscitais l'évocation. c'est ça et du coup, bah, non, tu vois bien qu'on a des gens au-dessus de 60 ans, qui continuent d'arbitrer, Non, non, mais je pensais que je crois qu'à un moment donné, il y a longtemps, c'était 55, 60, 65, mais je pensais qu'à un moment donné, ça s'arrêtait. Mais non, mais comment tu te vois, est-ce que tu es rassasié? Est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu en as marre de faire tes 63 jours? Tu es où, tu te positionnes comment par rapport à ta suite de carrière dans l'arbitrage? Est-ce que tu as encore, est-ce que tu encore la foi et l'envie? alors, j'en ai pas marre parce que moi, j'adore ça. Je pense que je suis une vraie passionnée. Je vieillis, ça c'est inévitable, donc je fais de plus en plus attention effectivement à moi quand même, à pas être, trop dans le dur comme je vous l'ai expliqué. Je me vois pas aller jusqu'à 60 ans, en toute honnêteté quand ça fait déjà 22 ans que tu fais ça à 47. C'est usant. C'est vraiment quelque chose qui est usant, qui est prenant.
j'essaye de prendre des moments à moi pour stopper, mais pour mieux repartir et être tout le temps au top, en tout cas au plus que je peux. Et ça, je le fais, c'est vraiment par respect pour les joueurs, pour me dire: «Aurélie, tu peux pas arriver défraîchie, tu peux pas arriver avec, tel souci en tête. Le souci là, tu le laisses là, en dehors de la piscine. Parce que là, tu rentres dans la piscine et tu dois être, juste là pour eux et pour elles». Donc voilà et mon avenir, non, j'ai pas trop réfléchi. Je suis pas quelqu'un, alors déjà moi là-bas, je suis pas quelqu'un de carriériste, même si bon voilà. On verra. On verra là si des portes s'ouvrent, on verra, si des gens, voilà, me proposent, des choses ou pas. Oh, tu t'es pas posé de limite pour l'instant? Non, Pascal m'a dit: «Fais, 4 années par 4 années». Donc pour l'instant, je suis jusqu'à 2028. Peut-être une deuxième Olympiade? Oui, voilà, mais du coup après je sais pas si je continue après aujourd'hui, je suis pas capable de vous répondre. C'est quoi ta relation avec les autres arbitres, qu'ils soient masculins ou féminins? Bon, ton mari est arbitre, mais du coup, est-ce que tu as, des copines, des copains, autres, dans l'arbitrage, au niveau international avec qui, vous êtes proches? Oui. Mmh. Au niveau international, ouais. On peut avoir des noms? Pas de nom. OK. Non, non, mais il y en a pas 36, hein, parce que je suis pas quelqu'un, voilà, à parler non plus à la terre entière. Ah bah, je parle avec tout le monde, j'ai aucun problème avec personne, donc c'est déjà pas mal, je trouve et après tu as toujours des affinités, voilà, avec certaines personnes. Récemment, ouais, une nouvelle qui arrive dans le, circuit international voilà, qui me dit des choses qui m'ont beaucoup touchée et c'est vrai qu'elle peut me demander quand on est ensemble, des conseils. OK. Est-ce que tu as des joueurs et ou joueuses qui t'ont impressionné dans leur, technique, dans leur, appréhension du match, dans leur comportement aussi? Voilà, est-ce que tu as des athlètes, des poloistes qui t'ont marqué aussi? Non, Un Thomas Vernon, un Denesh Varga? non, moi, en fait, je suis arbitre. Je suis pas là pour avoir, des chouchous. Je supporte pas les en fait, moi, ce qui me gonfle, c'est quand, j'ai des arbitres qui connaissent tous les noms des joueurs, de toutes les équipes, je sais pas quoi. Pourtant, moi, j'arbitre, principalement, effectivement, les mêmes. C'est pas pour autant que je connais tous les noms de tout le monde. Enfin, c'est pas enfin, j'ai envie de dire: «C'est pas mon problème, quoi. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour arbitrer un match». OK. Et est-ce que du coup, peut-être cette approche-là, en fait, te permet de garder cette neutralité, justement, sur l'arbitrage? Oui, je pense, oui. Du coup, parce que tu les connais pas, donc tu arbitres, tu t'en fiches et tu arbitres, enfin, ça peut être n'importe qui dans l'eau, Il mais y en a que je connais, bien sûr et qui me connaissent parce que, tu vois, maintenant, quand tu vas vérifier avant le match les ongles et tout, je veux dire, il y en a quand même, ça fait quelques années que elles me connaissent. On peut même rigoler avant le match, tu vois? Sur un truc, ça détend l'atmosphère. Encore récemment, en Grèce, j'ai revu une petite joueuse d'Israël qui jouait à Mulhouse il y a encore 2 ou 3 ans et qu'elle était super contente de me voir et ça m'a touchée, en fait. Mais après, on commence le match, elle joue, je suis pas là pour, faire des faveurs. Non, non, tu peux pas tomber dans le côté femme. Et non, Eh bah, non, évidemment. en tout cas, moi, je suis Évidemment. pas comme ça, je suis très dure, hein, par rapport à ça. Bah, non, c'est normal. tu as évoqué assez rapidement que ton fils, si j'ai bien entendu, faisait du basket. Oui. Alors comment avec 2 parents arbitres qui sont tout le temps à la piscine, du coup, est-ce que c'est lui qui a choisi, voilà, vous l'avez laissé faire ou bon, il a quand même tenté, de les piscines, mais bon, voilà, vous l'avez, Ouais, il a tenté. Il a tenté, mais c'était pas pour lui. OK, Et je pense qu'on l'a dégoûté, en fait, de nos absences, répétées les week-ends. d'accord. Il nous l'a bien fait. On va passer la traditionnelle question, de nos podcasts pour finir, hein, inspiré d'un podcast, que j'aime bien qui s'appelle In Power, ça fait longtemps que je ne l'avais pas cité. Qui aimerais-tu entendre à ce micro à ta place?
Alors, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Je pense que ce qui me toucherait, ce qui me ferait plaisir, c'est d'entendre Pascal, et qu'il dise, ce qu'il pense, de ma carrière. On l'a bien compris, Pascal n'est jamais loin de toi. Alors bonjour Pascal, donc invité surprise sur le podcast consacré à Aurélie. Donc comme on le fait habituellement sur nos podcasts, on demande à nos invités voilà, qui ils aimeraient bien entendre à ce micro. Et Aurélie nous a dit voilà, on va dire son mentor, sa moitié qui pourrait nous communiquer ou nous faire un petit focus. Voilà, comment toi, de ton côté, tu vois sa carrière et sa façon d'arbitrer. Donc bonjour Christophe. Donc sa carrière a pris un élan plus important depuis ces 5-6 dernières années. Pourquoi cet élan et cette envie d'arbitrer? Je pense, après maintes et maintes discussions, les désignations qui lui ont été données au niveau international avec de plus en plus de matchs importants, alors qu'Aurélie se focalisait beaucoup sur des matchs d'hommes parce que malheureusement, dans notre championnat français, elle n'arbitre que les hommes et le niveau féminin lui aurait peut-être pas permis d'avoir le niveau d'arbitrage qu'elle a aujourd'hui, même si réglementairement, Aurélie, c'est quelqu'un qui est à l'affût des moindres matchs. Elle doit passer par semaine 4 à 5 heures sur des vidéos, sur des matchs en direct, sur des matchs de la Champions League, aussi bien garçons que filles, au niveau réglementaire depuis 4-5 ans, avec ces nouvelles règles. Elle a aussi beaucoup progressé dans son analyse et puis dans sa gestion du règlement. Et puis aujourd'hui, un règlement, si tu veux être à la pointe de l'arbitrage, ça doit être un règlement que tu connais sur le bout des doigts. Sur les tutants qui ont été mis en place et par la WR et par l'European Aquatic et par World Aquatic, lui ont permis effectivement de progresser. Effectivement, son niveau d'arbitrage s'est élevé depuis ces 4-5 dernières années, parce qu'effectivement, elle était très frustrée en France de ne siffler que des garçons ou avec très peu de matchs de filles, parce qu'il y avait, il y avait des arbitres français qui sifflaient ces matchs de filles. Et au niveau international, cette frustration de siffler très peu de garçons, alors que je lui ai dit qu'effectivement, l'arbitrage international et mondial n'était pas encore prêt à ce que les filles puissent arbitrer des matchs d'hommes. Est-ce que tu veux compléter Aurélie ou faire un petit commentaire sur cette analyse de Pascal? En fait, bon, je pense que j'étais plus frustrée, comme je vous l'ai expliqué, déjà, effectivement, de devoir arbitrer des matchs de femmes quand on n'a pas d'expérience dans son propre, pays. Donc c'est ce qui, pour moi, était difficile, dans l'arbitrage, international. Mais bah, je suis pas du tout, par contre, frustrée d'arbitrer des hommes en France, bien au contraire, j'en suis très fière. Et je sais même que, la fédération, quand elle, par exemple, elle m'a mis sur, une finale homme, de championnat de France, elle voulait aussi montrer quelque part au monde entier que c'était possible, puisqu'on en a parlé et on me l'a dit. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez chouette. Mais, effectivement, je pense qu'au niveau international, c'est encore un peu compliqué. Cependant, avant les Jeux, je suis allée faire un tournoi homme pré-olympique, en Serbie, qui s'est extrêmement bien passé. Avant Singapour, je suis allée faire le tournoi de qualif des championnats d'Europe, hommes en Turquie, qui s'est extrêmement bien passé. Donc j'espère que, petit à petit, le peu de fois où une femme peut, officier, chez les hommes au niveau international, ben, on essaye, avec ça, d'avancer un petit peu sur ce changement de mentalité.
Maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de soucis particuliers. J'aime toujours autant arbitrer les hommes, que ce soit en France ou en dehors. Mais c'est vrai que j'ai depuis, allez, 1 an et demi, enfin du plaisir à arbitrer les femmes, au niveau international. Parce que bon, en France, j'arbitre très peu de matchs, de femmes, donc voilà. Cette confiance qui a été donnée à Aurélie, Ouais, c'est vrai. de plus en plus au niveau international, Mmh. pour discuter avec des délégués, pour discuter avec, heu, Boris Marghetta, qui est, comme tu le sais, le président de la WR, qui est, l'association des arbitres, qui peut aider, qui peut accompagner, cette confiance lui a permis aussi Mmh. d'avancer à grands pas. Il est vrai que, le retour de ces entre guillemets «experts», même on peut enlever les guillemets, parce que, le retour de Boris qui peut avoir sur les matchs d'Aurélie a été beaucoup plus, formateur en l'espace de 2-3 ans que ces 10 dernières années, dans le championnat national et international et européen. Aurélie, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Donc, on espère que tu as passé un agréable moment et que nos auditeurs auront plaisir à découvrir un petit peu l'envers du décor de l'arbitrage et pourquoi pas, on en parlait tout à l'heure, susciter quelques vocations chez des jeunes ou moins jeunes joueurs et joueuses de water polo pour venir prendre la suite. Peut-être, voilà, si vous avez envie de voyager et d'avoir quelques indemnités pour ça maintenant grâce au combat mené, n'hésitez pas à vous rapprocher, peut-être même, pourquoi pas, venir vous voir directement au bord des bassins et discuter avec vous et peut-être que, qui sait, ils prendront la suite. Aucun problème. Merci à toi Aurélie, merci à toi et puis, Christophe, je te laisse conclure. Merci à vous, en tout cas. Oui, c'était le dernier épisode de 2025 et on se donne rendez-vous en 2026. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en pour écouter les épisodes que vous avez loupés. Rattrapez votre retard si c'est le cas. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.